Et si le Mali m'était compté? Le Mali, au cœur de la célébration du mois des personnes d'ascendance africaine. L'ambassade de la République du Mali au Canada et ses partenaires. Bienvenue à notre session spéciale sur le sujet du panel inaugural dédié à l'histoire du Mali. Moi, mon nom est Fergus McLaren, que Marcel a dit, et je suis le président du Comité international de tourisme culturel de l'ICOMOS, et puis aussi le membre de l'ICOMOS Afrique, qui travaille sur le sujet du patrimoine matériel et culturel dans le monde, en Afrique. Donc, merci au début de cette session. Et j'ai quelques mots après l'introduction de notre chef, notre conductrice, Madame l'ambassadrice. Le Mali est un pays très intéressant. Il y a une grande histoire. Dans mon domaine, nous travaillons avec les sites patrimoine culturel. Mali a trois maintenant, le grand site comme le tombeau d'Askia, le Tombouctou et aussi les villes anciennes de Djenna. Et aussi, il y a un site qui est mixte, le falaise de Bandigara. Donc, il y a quatre sites très intéressants avec l'histoire, les cultures, la nature de le Mali. Donc aussi, merci. Il y a des choses pour jusqu'à aussi des choses immatérielles avec des cultures il y a 9 éléments dans le patrimoine culturel immatériel avec le Mali. Et donc, le dernier été, il y a une nouvelle chose sur la liste de patrimoine immatériel qui est la pratique et expression culturelle liée au mbolon, instrument de musique traditionnelle et percussion. Il y a 8 autres qui sont sur la liste aussi. Donc, pour moi, c'est un pays qui a une grande base, une grande histoire, une grande culture pour le peuple et les gens qui habitent et viennent de Mali. Donc, la fierté, la force, toutes les choses qui sont basées sur la fondation de culture. Donc, pour nous, pour cet événement aujourd'hui, je dois parler jusqu'à je dois faire une introduction pour toi, pour le grand chef, le conductrice pour cet grand événement. Et ça, c'est notre grande hôtesse, Son Excellence, Madame Fatima Brawley-Miete. Elle est l'ambassadrice du Mali au Canada, en plus de son rôle de représentante permanente du Mali auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Elle est diplômée de l'Université du Québec à Montréal, UQAM, et de l'Université de Stony Brook à New York. Elle est titulaire d'un master en administration des affaires ainsi que d'une spécialisation en sociologie. Elle fut conseillère technique à la présidence de la République, chargée de mission au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ainsi que conseillère municipale en commune du district de Bamako. Elle a travaillé en santé publique et fut consultante pour les Nations Unies, l'Union européenne et la coopération bourgeoise. Madame l'ambassadrice, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur McLaren, pour cette introduction. Monsieur le ministre de la Culture, de l'Artisanat, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Madame la présidente de la Maison de la Francophonie d'Ottawa, Monsieur le président de l'ICOMOS Afrique, groupe de travail, chers modérateurs, Mesdames et Messieurs les partenaires de l'initiative, et si le Mali m'était compté, le Mali au cœur de la célébration du mois des personnes d'ascendance africaine au Canada. Mesdames et Messieurs les participants, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un immense plaisir que je prends la parole pour vous souhaiter au nom des autres autorités du Mali et au mien propre la chaleureuse des bienvenues à cet important événement de l'ambassade de la République du Mali à Ottawa et ses partenaires
aussi bien canadiens que maliens, co-organisateurs pour célébrer ce mois de février, mois des personnes d'ascendance africaine. Chers participants, mesdames et messieurs, en effet, cette initiative s'inscrit dans la mise en œuvre de la politique de diplomatie culturelle de l'ambassade de la République du Mali au Canada afin de promouvoir et de valoriser la culture malienne, tant chère aux autorités de mon pays, et de permettre de mieux faire connaître le Mali, les Maliens et leur culture. Elle s'inscrit également dans le cadre de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine et se veut une contribution à une meilleure compréhension des conditions socio-économiques des populations noires en général et celles du Mali et du Canada en particulier. L'objectif visé par cet événement est de mettre en exergue le riche héritage culturel et historique du Mali, qui a influencé et continue d'influencer de nos jours le continent africain, mais également de nous ressourcer dans nos fondamentaux, qui constituent des facteurs de résilience du peuple du Mali que nous avons en partage avec le monde pour nous projeter vers un avenir meilleur. Ainsi, jusqu'au 26 février 2022, l'ambassade de la République du Mali au Canada et ses partenaires vous présenteront sous diverses formes, enracinées dans le cœur de la culture malienne, une série de conférences, de films de fiction, de documentaires, de répertoires, d'activités économiques alliant histoire, tradition, art contemporain. Honorables invités, chers participants, mesdames et messieurs, permettez-moi d'adresser mes vifs et sincères remerciements à tous les partenaires qui ont contribué sous diverses formes pour la réalisation de cette initiative. À cet effet, je voudrais également rendre un vibrant hommage au ministre qui, malgré son deuil suite au décès de son père et ses multiples occupations, nous a fait l'honneur de sa présence. À ces hommages, je voudrais également associer M. Marcel Morin, Olivier Hussein de la Maison de la Francophonie de Ottawa et leur présidente, Mme Fatima Aden Osman, également conférencière, ainsi que M. Nando Dambélé, historien journaliste que vous découvrirez bientôt, ainsi que tous les autres partenaires et bénévoles pour le formidable travail accompli, que tous trouvent ici l'expression de ma sincère et profonde reconnaissance et gratitude. Chers participants, mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans renouveler ma profonde reconnaissance à vous tous pour votre inscription et surtout votre participation massive à cet événement qui se veut un cadre de valorisation et de célébration des personnes d'ascendance africaine. Vive l'amitié entre les peuples, vive l'amitié entre le Mali et le Canada, vive la culture comme facteur de paix et d'intégration. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je vais maintenant passer la parole au modérateur de cette session sur l'histoire du Mali, M. Fergus McLaren, mais auparavant, je souhaiterais le présenter. M. Fergus McLaren est le président de ICOMOS, Comité international du tourisme culturel. M. Fergus McLaren est un professionnel canadien en tourisme durable et en gestion du patrimoine culturel avec 25 ans d'expérience en Amérique du Nord, Europe, Asie et Afrique, avec une grande partie de son orientation professionnelle actuelle impliquant le tourisme et la mise en œuvre des objectifs de développement durable 2030 de l'ONU. Sa formation inclut une large gamme de planification touristique, de gestion de destination et expertise en développement. Son expérience professionnelle inclut la coordination des rencontres internationales et conseils en tant que directeur de l'année internationale de l'écotourisme financée par les Nations Unies. Il enseigne également le tourisme durable à l'Université McGill au Canada et présente des sujets à des institutions postsecondaires internationalement. Il travaille actuellement comme expert pour l'UNESCO, l'Organisation des villes du patrimoine mondial, le Fonds des monuments du monde, l'Institut d'innovation économique pour l'Afrique et la Société du patrimoine et de la culture pour l'Afrique. Il a aussi son propre cabinet de conseil, Macduff Tourisme, Patrimoine Planification. Monsieur McLaren, je vous remercie pour votre partenariat, d'avoir accepté de modérer cette session et surtout pour votre amitié.
je vous redonne la parole. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Merci, Madame l'ambassadrice. Merci, Ton Excellence. Merci pour les bons mots aussi et pour la grande introduction de mon grand ami. Merci bien. C'est bien apprécié. Nous avons, comme je dis avant, nous avons un grand programme sur l'histoire de Mali et toutes les choses intéressantes pour la bonne connaissance du pays et le peuple. Donc, c'est pour nous le début de la session est avec le président de la Maison de la francophonie d'Ottawa, Madame Fatima Aden Osman, sur le mois des personnes d'ascendance africaine au Canada. Donc, j'ai un petit des mots d'introduction. Elle est née à Djibouti. Madame Aden Osman était enseignante de français, langue seconde, et conseillère pédagogique pendant plus de 10 ans dans les écoles de langue. Elle a commencé sa carrière en tant que fonctionnaire au commissariat aux langues officielles, où elle a acquis les connaissances et expériences sur les tenants et aboutissants de la dualité linguistique, des défis des communautés de langue officielle en situation minoritaire, notamment celui des francophones. Elle poursuit sa carrière à Service Canada et œuvre dans divers organismes communautaires. En outre, comme membre de Femmes remarquables d'Ottawa, elle est présidente de la Maison de la francophonie d'Ottawa. Madame Osman, je vous présente. Merci, Monsieur Peterson. Salam alaikum, bonjour, bonsoir à ceux qui nous suivent du Mali et d'ailleurs. Bienvenue à notre e-conférence et à ce lancement. Je tiens d'abord à souligner que nous sommes, la CMFO et les partenaires d'Ottawa, sur le territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. Comme vous le constatez, à la Maison de la francophonie d'Ottawa, nous parlons du mois de l'histoire des personnes d'ascendance africaine et non du mois de l'histoire des Noirs. Nous trouvons que c'est un terme plus inclusif, bien choisi et instauré par les États membres de l'ONU en 2014 pour faire référence à la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. Ce mois a officiellement pour thème, en février et en tout temps, célébrant l'histoire des communautés noires aujourd'hui et tous les jours. Un thème qui devrait nous apporter une nouvelle perspective, qui, selon moi, est un appel à l'action au quotidien et non une simple célébration annuelle. Ce mois est plus qu'un exercice illusoire de reconnaissance des personnes d'ascendance africaine. C'est un des événements pour faire progresser le dialogue entre les communautés et de continuer de sensibiliser les alliés aux réalités vécues par les personnes d'ascendance africaine en raison du racisme systémique, de la discrimination et des préjugés inconscients à travers le temps. Comme Einstein l'a dit, il est plus facile de désintégrer un atome que de vaincre un préjugé. Profitons de ce moment de rencontre, d'échange, de collaboration pour en faire un catalyseur afin de guérir les blessures du passé et du présent et d'œuvrer pour une société meilleure et consciemment plus inclusive, de souligner la résilience surtout de nos jeunes et d'applaudir l'excellence de la diaspora au Canada et dans le monde entier qui a tant apporté et continue d'apporter à la croissance, au bien-être et à la prospérité des pays d'accueil. Il est difficile de condenser, de célébrer et de reconnaître la longue et riche histoire de nos communautés en un seul mois, le mois le plus court de l'année et le plus froid au Canada. Et à la Maison de la francophonie d'Ottawa, nous desservons des francophones originaires de plus de 72 pays qu'on aimerait découvrir et vous faire découvrir. Commençons cette belle découverte par le Mali, qui a pour magnifique devise « Un peuple, un but, une foi ». Une initiative de son Excellence, Madame l'ambassadrice du Mali, Fatima Braoulé-Mété, que je remercie tout particulièrement de nous avoir préparé avec son équipe un beau programme didactique, riche et diversifié. Un programme qui a pour thème « Et si le Mali m'était compté ?» Ça me rappelle la citation de celui que l'on nommait le sage d'Afrique, Amadou Mpateba. Un conte
est un miroir où chacun peut découvrir sa propre image. Et oui, on a tous eu des héros, des rois, des reines, des grandes figures qui ont marqué notre histoire. La reine de Saba, Nefertiti, Shaka Zulu, Toussaint Louverture, Sadio Mané, Seyd Abdullah Hassan, Mohamed Harbi, Viola Démon, et j'en passe. Et en cette saison au Canada, une figure me vient à l'esprit, Maurice Richard, pour ceux qui le connaissent. Mais revenons à notre programme, qui a pour première thématique l'histoire du Mali. L'Empire du Mali est le deuxième plus grand empire de l'Ouest africain, après l'Empire du Ouagadougou, Ghana. Il a atteint son apogée vers 1312, sous le règne de Kankou Moussa. Il englobait de grandes parties actuelles du Mali, du Sénégal, de la Gambie, de la Mauritanie, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry, de la Guinée-Bissau et du Burkina Faso. Grande monarchie, l'Empire du Mali a connu 3 capitales qui étaient successivement Dakar-Djalan, Niani, puis Kakamba. Les religions traditionnelles africaines et l'islam étaient pratiquées par les populations dont la langue était le mandingue. L'économie reposait essentiellement sur l'agriculture, l'exploitation minière, la vente des esclaves et le commerce transsaharien, ce qui entraîna la prospérité des villes comme Oualata, Tombouctou, Djenné et Niani. L'Empire du Mali doit sa grandeur et sa richesse à un grand roi, Soudiata Keita, considéré comme le fondateur de l'Empire. En effet, 1 an après sa grande victoire sur Soumoun-Gourou ou Soumoun-Horo Kanté, à l'issue de la bataille historique de Kirina, Soudiata décida de réorganiser l'Empire, dévasté par Soumoun-Gourou Kanté. Ainsi, fut convoquée l'Assemblée de Kouroukonfouga afin de désigner un nouveau roi, Soudiata, et de doter l'Empire d'une feuille de route qu'on peut appeler une loi fondamentale, englobant lois, règlements, mœurs et coutumes, et prenant en compte toutes les valeurs culturelles, sociales du nouvel empire. L'œuvre de Soudiata sera perpétuée par ses successeurs, notamment Kankou Moussa et Aboukar II. Bon, j'arrête mon voyage dans le temps et reviens dans mon foie canadien. Sur ce, en mon nom personnel et au nom de notre conseil d'administration, je vous souhaite une agréable journée enrichissante et divertissante. Merci et au plaisir de vous voir en présentiel chez nous à la Maison de la Francophonie d'Ottawa. Merci. Merci, Mme Eden, pour vos beaux mots. Et c'est très intéressant et très important sur le sujet de l'histoire et la culture du Mali. Donc, c'est très, très, très intéressant. C'est un bon début pour nous. À la prochaine, nous avons direct de Mali l'allocution de Son Excellence M. Ndogoli Guindo, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme du Mali. J'ai juste quelques mots pour l'introduction pour M. Guindo et ce grand travail. Il est le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Et il est un magistrat de grande exceptionnel et un diplôme de la prestigieuse École nationale d'administration, ENA de Bamako, en sciences juridiques depuis 1992. Titulaire d'un DIA, diplôme d'études approfondies en droit privé, obtenu à l'Institut de sciences politiques, relations internationales et de la communication ISPIC de Bamako. Il est également diplômé de l'Institut national de formation judiciaire, section magistrature. Il a eu divers postes à responsabilité au sein de la justice et dans l'administration malienne. Dans sa riche carrière, M. Ndogoli Guindo, qui a longtemps occupé le poste de secrétaire général du ministère de la Culture, a exercé dans plusieurs tribunaux. Le 11 juin 2020, il est nommé ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Donc, bienvenue, Monsieur Son Excellence, et je vais vous présenter pour notre session. Merci, Monsieur le Président. 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 Merci, Monsieur le Président.
Merci beaucoup, Monsieur McLaren, modérateur de cette conférence. Le micro est ouvert, je suppose. Madame l'ambassadrice de la République du Mali au Canada, Mesdames et Messieurs les participants, chers invités, à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Je voudrais souhaiter la bienvenue à cette conférence, à toutes et à tous. Mais avant tout propos, permettez-moi de vous remercier pour l'honneur qui est fait à mon pays en nous invitant à cette conférence. Le Mali ne peut que se réjouir de cette invitation dans un contexte de post-crise où la revitalisation du secteur de la culture paraît comme une nécessité. Je voudrais également saluer l'initiative de Madame l'ambassadrice et également remercier toutes les organisations, toutes les personnes qui l'accompagnent dans cette œuvre magnifique, œuvre à travers laquelle la riche histoire du Mali et sa riche diversité culturelle seront davantage connues à travers le monde. Toutes mes félicitations, Madame l'ambassadrice. Merci beaucoup. Parler du Mali, de l'histoire du Mali en si peu de temps, reviendrait tout simplement à n'en dire que très peu, mais en estimant que ceci n'est qu'une introduction et à la lumière des échanges que nous aurons, des précisions et davantage d'informations pourront être données. Ainsi donc, ma présentation sera axée sur 8 points essentiellement. Une petite introduction, la présentation du Mali au plan géographique. Dans un troisième temps, je vais parler des grands empires du Mali et également des royaumes. Nous allons parler de la pénétration coloniale au Mali, pénétration coloniale lors de laquelle de grands hommes maliens, des braves guerriers, ont opposé une résistance farouche. Des batailles comme celle de Sabou Siré ou encore du Bélédougou, la bataille de Sikasso, la révolte des Bobos ou encore la résistance farouche menée par les Dogons. Ensuite, je parlerai un peu du Mali contemporain, c'est-à-dire le Mali de l'après-indépendance jusqu'à nos jours, c'est-à-dire les premières, deuxième et troisième républiques. Et je terminerai avec une petite conclusion qui sera axée sur une note d'espoir pour le Mali. Le Mali, comme vous le savez tous, d'ailleurs, Madame Fatima Aden venait de le rappeler, le Mali a un passé glorieux. Il a vu naître et se développer des puissants et vastes empires, mais avant, c'est-à-dire depuis la période paléolithique, de brillantes civilisations ont marqué l'histoire du Mali. Déjà au IIIe siècle avant Jésus-Christ, des grandes cités urbaines comme Diachoma au 8e siècle avant Jésus-Christ ou encore Djenedjono au 3e siècle avant Jésus-Christ étaient de très grandes cités. Le Mali occupe une place spéciale dans l'histoire de l'Afrique. Son nom Mali évoque dans la conscience des Africains l'âge d'or de l'Afrique subsaharienne,
un âge marqué par la présence de 3 grands empires, comme je le disais tantôt, entre le 8e et le 16e siècle, empires et royaumes qui ont dominé tour à tour les vastes contrées de l'Afrique occidentale et étendu leur renommée au-delà du Sahara et de la Méditerranée. Il le doit aussi à une longue présence humaine depuis le Paléolithique, ainsi qu'à l'existence d'entités politiques aussi diverses que les grands empires soudanais. Il s'agit plus principalement de l'empire du Ghana, de l'empire du Mali et de l'empire Songhai, avec leur puissance et leur richesse fabuleuses, tant vantées et convoitées. Parler du Mali, c'est aussi évoquer la farouche résistance à la pénétration coloniale, c'est parler de son accession à l'indépendance et également des premières et deuxièmes républiques. Enfin, parler de l'histoire du Mali, c'est évoquer l'avènement de la démocratie avec le multipartisme intégral, et cela à partir des années 1991. Le Mali, d'un point de vue géographique, est situé au cœur de l'Afrique occidentale. C'est un pays très vaste, un pays continental aux 2 tiers arides, sans accès sur la mer et qui couvre une superficie de 1 241 238 km². Les pays qui le bordent sont l'Algérie au nord, à l'est le Niger et le Burkina, au sud la Côte d'Ivoire et la Guinée, à l'ouest le Sénégal et la Mauritanie, et le Mali s'étend d'une part entre les 11e et 25e degrés de latitude nord et d'autre part entre les 4e degrés de longitude et le 12e degré de longitude ouest. Le relief, il est peu montagneux. Il se caractérise par une succession de plaines et de plateaux, des bas plateaux, dont les plus importants sont le plateau Manding, formé par une succession de tables et massifs gréseux entaillés de vallées. Le plateau Dogon également, aussi connu sous le nom de falaise de Bandiagara, et qui culmine à 1155 mètres, notamment le mont Ombori. Et enfin l'Adrar des Ifogas, dans la partie nord-ouest du pays. Je ne vois pas bien à où là. OK. D'accord. Donc, le climat, il est aride, comme je le disais tantôt. Son hydrographie est marquée surtout par 2 grands fleuves, le fleuve Sénégal et le fleuve Niger, et leurs nombreux affluents. La situation géographique du Mali et son riche héritage historique font que le Mali est une terre de brassage ethnique et linguistique. Les principales ethnies sont les Bambara, les Peuls, les Songhai, les Malinké, les Soninké, les Kassonké, les Dogons, les Bozo, les Sénoufo, les Minyanka, les Bobo, les Touaregs, les Maures et Arabes également. La langue la plus parlée est le Bamanankan, c'est-à-dire la langue Bambara, et la langue officielle du Mali est le français, qui pourtant n'est parlé que par une minorité de la population, à peine 20% de la population. L'islam est la religion la plus pratiquée, mais le christianisme est également connu au Mali. Il est pratiqué par environ 15% de la population, catholique et protestant. Mais les religions traditionnelles également existent dans certaines parties du pays et encore bien pratiquées, notamment dans le centre du pays.
Le Mali, c'est une vingtaine de régions administratives et Bamako, qui est la capitale, est un district. L'économie, comme venait de le rappeler Madame Fatima, repose essentiellement sur l'agriculture, l'élevage, la pêche, qui occupe près de 80% de la population active. La production industrielle est basée sur la transformation des produits agricoles. Mais le Mali, c'est aussi un pays de production minière, notamment la production de l'or, qui connaît un essor assez important. Le Mali est le 3e producteur africain d'or, après l'Afrique du Sud et le Ghana. Je ne vois pas la partie. OK. La page est mal occupée, quoi. Ça c'est masqué. Je ne vois pas bien. Voilà. Donc, venons maintenant à l'Empire du Ghana. Connu sous le nom de Ouagadougou, dont parlait tantôt Madame Fadima Aden. On n'en saurait dire plus, d'autant qu'elle a brossé de façon très éloquente l'histoire de cet empire célèbre. Et comme elle l'a dit, Ouagadougou, qui avait pour capitale Koumbi Salé, il est le premier des 3 grands empires marquant la période impériale ouest-africaine. Le centre se situe dans le sud-ouest de la Mauritanie, Mauritanie actuelle, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Timbedra, dans le Hod Chargui, non loin de la frontière avec la République du Mali. Ces ruines présentent un tel archéologique important au milieu d'une plaine sableuse. Les auteurs anciens donnent plusieurs détails sur cet empire et sur sa capitale, Ghana. Ibn Aukal, au IVe siècle de l'Hégire, présente l'empereur du Ghana comme le plus riche grâce à son or. Al-Bakri note que la capitale se compose de 2 parties, dont l'une est habitée par des marchands d'origine maghrébine, des jurisconsultes et des savants distingués, et possède également 12 mosquées, dont l'une sert pour la prière du vendredi. L'Empire du Ghana, qui tirait sa prospérité du commerce transsaharien de l'or et du sel, joua un rôle d'intermédiaire entre l'Afrique du Nord et l'Afrique noire. Après la défaite contre les Almoravides, venus du Maroc, et l'annexion par les Sosso, l'Empire du Mali prit la relève. Donc, vous voyez l'Empire du Mali et l'Empire du Ghana représentés sur cette image dans la partie marquée en vert. Donc, Koumbi Salé, sa capitale que vous voyez. Alors, donc, les recherches archéologiques conduites à Koumbi Salé ont permis de vérifier l'existence d'une stratigraphie urbaine attestée au niveau du tel principal sur plus de 5 siècles. Voilà un peu l'histoire du Ghana. Et vous voyez ici en image la grande mosquée de Koumbi Salé, fondée au IVe siècle de l'Hégire, et régulièrement agrandie par la suite jusqu'au XVe siècle, montre l'ancienneté, le dynamisme, la vigueur de l'islam dans ces contrées et reste l'édifice islamique le plus ancien connu actuellement dans toute l'Afrique, dans tout l'Ouest africain. Alors, donc, après l'Empire du Ghana, l'Empire du Mali, fondé au XIIIe siècle par Sundiata, donc Madame Fadima venait de le rappeler. Alors, nous n'allons pas
pour ne pas la répéter, revenir sur tout ce qu'elle a dit. Mais l'Empire du Mali qui a atteint son apogée avec Soundiata Keita, célèbre empereur, et qui a remporté la bataille de Kirina en 1235 contre Soumangourou Kanté. Madame Fadima avait rappelé également la conférence de Kourkanfouga qui a abouti justement à l'adoption de la charte du Mandé, dite encore charte de Kourkanfouga, qui est considérée aujourd'hui comme l'une des chartes des droits humains les plus anciens au monde. Et cette charte est classée patrimoine de l'UNESCO, mais également elle est classée dans le patrimoine culturel national. Les sites de Kourkanfouga, c'est-à-dire la place sur laquelle est la place où s'est tenue la grande conférence, est également classée dans le patrimoine culturel national du Mali. Et la charte elle-même traitait de beaucoup de questions, notamment des questions de droits civils, des questions de droits humains, de droits constitutionnels. Et c'est une charte qui a consacré dans le Mandé justement l'abolition de certaines pratiques, notamment le mariage forcé. Une charte qui a aboli également la lutte, du moins l'oisiveté, qui a aboli l'oisiveté. Et c'est une charte qui a consacré le caractère sacré et inviolable justement de la vie humaine. Et je rappelle que cette conférence s'est tenue en 1236, suite à la victoire de Soundiata Keita sur Soumangourou Kanté. L'Empire du Mali, représenté en image sur l'écran comme vous le voyez, alors il s'étendait d'est en ouest jusqu'à la côte atlantique, et comme vous pouvez bien le constater, il s'étendait sur la plupart des pays ouest africains que nous connaissons aujourd'hui. Alors, cette image représente bien sûr Soundiata Keita. Soundiata Keita, empereur du Mandé, sous le règne duquel l'Empire a atteint son apogée. Et Soundiata Keita, qu'on considérait comme les lions, le buffle, et selon la légende, et également les récits des griots qui sont les dépositaires de la tradition. Je rappelle que le Mali est un pays de tradition orale. Alors donc, les récits racontés par les griots et les dépositaires de l'histoire donc rapportent que Soundiata était considéré comme un lion, un buffle, et c'est là en référence bien sûr à la force qu'il incarnait, en référence à son courage, à sa bravoure. Vous voyez en image ici le site de Kourkanfouga, la place où s'est tenue la conférence qui a abouti à l'adoption de la charte du Mandé. Et vous voyez légèrement en haut à gauche, voilà la façade. Et l'image que vous avez en bas est celle d'un monument que le ministère chargé de la culture envisage d'ériger sur cette place. Alors, donc Soundiata Keita passa à la prospérité pour son habileté guerrière, parce qu'il est le créateur de l'Empire et parce qu'il a su être un visionnaire qui partagea équitablement son empire et sut le doter d'une véritable organisation. Ses successeurs entretinrent
de bonnes relations avec les souverains d'Afrique du Nord. Alors, parlant d'Afrique du Nord, vous voyez la mosquée de Djingareyber ici, l'une de la plus grande mosquée de Tombouctou. Et cette mosquée a été réalisée par un des successeurs de Soundiata Keïta. Il s'agit de Kankou Moussa, qui a régné de 1392 à 1337. Et Kankou Moussa est considéré comme le 10e roi du Mandé, mais également comme étant l'homme le plus riche de tous les temps. Kankou Moussa a cette renommée d'avoir effectué un somptueux pèlerinage à la Mecque. Et véritablement, il a mis l'empire au diapason international. C'est lui qui a fait que l'empire du Mandé a été connu au-delà justement du continent africain. Et lors de ce pèlerinage, il était accompagné d'écrivains, d'architectes et autres spécialistes en sciences et culture. À son retour de la Mecque, donc du pèlerinage, il a fait construire la mosquée de Djingareyber dont je parlais tantôt, mosquée 6 à Tombouctou, la plus grande mosquée de cette ville, et également une autre mosquée à Gao. Et toutes ces mosquées ont été conçues par l'architecte S. Saheli. Tombouctou devient alors, et pour plus d'un siècle, le phare intellectuel de l'Empire, et cela grâce à l'université de Sankoré, qui accueillait des milliers d'étudiants venant de partout dans le monde. Cette image que vous voyez ici représente le roi Kankou Moussa, le célèbre roi, qui a fait ses pèlerinages à la Mecque. Et maintenant, l'Empire Songhai, le 3e empire. Alors, l'Empire Songhai est un État d'Afrique de l'Ouest qui a existé entre le 15e et le 16e siècle. Et l'Empire Songhai a été initialement un petit royaume étendu le long du fleuve Niger autour de l'actuelle ville de Gao. Gao est située au nord-est du Mali. Au 7e siècle, c'est le royaume de Gao, devenant par la suite vassal des empires du Ghana et du Mali. Vers 1300, le Songhai passe sous la coupe de l'empire du Mali. Il est alors une composante de cette constellation de royaumes assujettis qui constituent habituellement les empires d'Afrique de l'Ouest de cette époque. Il retrouve son indépendance sous le règne de Soni Alibert, de la dynastie des Soni, 1464-1492. Soni Ali qui combat les Peuls et les Touaregs, ainsi que les lettrés musulmans de la ville sainte de Tombouctou. Soni Ali tente de préserver la culture non islamisée de son royaume. La mort de Soni Alibert ouvre une courte période en 1492-1493 d'instabilité au sein de l'Empire. Donc cet empire également est représenté sur cette image telle qu'elle apparaît. La partie rose tendant vers l'orange que vous voyez sur votre écran. L'Empire Songhai. Alors donc, l'histoire de l'Empire Songhai ne peut être contée sans évoquer ce nom célèbre. Il s'agit de Mohamed Touré, alias Askia Mohamed, qui a régné de 1493 à 1588. Alors, Askia Mohamed, qui n'était pas un Songhai, mais plutôt il était originaire du Tekrour. Donc,
qui a pris le contre-pied de la politique religieuse de Soni Alibert. Alors, Askia Mohamed, lui aussi, a effectué un pèlerinage à la Mecque. Et selon les récits donnés par les panégyristes, il a effectué ce pèlerinage avec 1500 hommes, dont 500 cavaliers et 1000 fantassins, de nombreux jurisconsultes et de savants. Et il aurait emporté avec lui 300 000 pièces d'or, dont 100 000 pour les dépenses d'entretien, 100 000 pour l'achat de marchandises, 100 000 pour l'aumône aux deux villes saintes, c'est-à-dire la Mecque et Médine, et l'achat d'un jardin pour les gens du Soudan, selon, disais-je, la légende. Askia Mohamed édifia en 1494, à son retour du pèlerinage, le tombeau des Askia, composé des éléments suivants: la tour pyramidale, les deux mosquées à toit plat, les nécropoles et la place de la pierre blanche. Le tombeau des Askia est le vestige le plus important et le mieux conservé du puissant riche empire Songhai. Donc, vous voyez ici en image une des places célèbres des Gao, la place Sané, et sur l'image d'en haut, vous voyez le tombeau des Askia. Alors, avec la décadence des trois empires, se sont succédés au XVIIe siècle, au milieu du XIXe siècle, de nombreux royaumes dont les plus connus sont le royaume Bambara de Ségou. Je rappelle que je me trouve en ce moment à Ségou, capitale du royaume Bambara. Également l'empire Toucouleur, le royaume du Kasso, le royaume d'Iknedougou, le royaume du Wassoulou et également le royaume de Kingi. Tous ces royaumes, justement, ont fait leur époque et ont régné, justement, et constituent des éléments très importants de l'histoire du Mali. La pénétration française, elle a commencé avec l'arrivée du colonisateur des Blancs en 1878 à Saboussiré, et à Saboussiré en 1878 et à Kita en 1881, Bamako en 1883, Ségou en 1890, Nioro en 91, Djenné en 1893, Tombouctou en 1894, Sikasso en 1898, Gao en 1999. Cette conquête d'un territoire divisé en plusieurs royaumes s'est opérée par la force et par la diplomatie. Dans certains cas, les Français tentant de jouer les uns contre les autres en faisant signer des traités qui n'ont pas été toujours respectés, bien sûr. Et à cette pénétration française, les Maliens ont opposé des résistances farouches, notamment à travers la bataille de Saboussiré, ou encore la bataille qui les avait opposés à El Hadj Omar Tall, la bataille qui les avait opposés au Bambara du Beledougou. Et lors de cette pénétration française, il y a eu plusieurs révoltes à travers le pays. La révolte des Bobos, la révolte des Dogons, qui ont également opposé une bataille farouche à la conquête de leur territoire par le colonisateur français. Et ce qui amène les panégyristes et les historiens à rappeler chaque fois que nécessaire que le Mali est un pays des hommes d'honneur. Alors, je parlais de la résistance des Maliens à la pénétration française. Les différentes batailles dont je parlais tantôt sont là avec des dates précises. La bataille de Woyoyanko en 1883,
qui avait opposé les troupes françaises à celles de l'Almami Samori Touré. En 1878, à Saboussiré, à 10 km en amont de Médine, Kaï, le roi Nyamoudi Sissoko, qui est tombé lors de cette bataille. À Sikasso, le 1er mai 1898, le royaume de Kénédougou, Babemba Traoré a préféré la mort à la honte. Il disait peu avant sa mort que moi vivant, les Français ne pénétreront jamais à Sikasso, plutôt la mort que la honte. Et pour les autres, vous avez vu la liste, une liste assez longue qui démontre bien combien les populations du Mali avaient opposé une résistance, un refus à la colonisation. Alors, après la bataille contre la pénétration française, il y eut l'époque de la colonisation. Et ensuite, à partir des années 60, le processus de décolonisation de l'Afrique s'est opéré et la République du Mali a accédé à l'indépendance le 22 septembre 1960. Le premier président du Mali fut Modibo Keïta, qui a dirigé le pays de 1960 à 1968. Le 19 novembre de cette année, il fut renversé par un coup d'État dirigé par Moussa Traoré, et qui a pris le pouvoir et il a régné sur le pays pendant 23 ans. Et lui aussi a été renversé à la faveur d'une révolte populaire parachevée par le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré. Et à la suite de ce coup d'État, alors une nouvelle constitution a été adoptée consacrant justement la Troisième République du Mali. Et cette constitution consacre le multipartisme intégral et donc la voie à la démocratie parfaite fut ainsi ouverte au pays. À la faveur de cette démocratie, des élections ont été organisées en 1992 et qui ont porté M. Alpha Omar Konaré à la tête du pays, élu avec 69,01% des suffrages exprimés et contre 30,99% à Tchaoulé Mamadou Konaté. Alpha Omar Konaré a fait 2 mandats de 5 ans et en 2002, il passa le pouvoir à Amadou Toumani Touré qui fut élu président de la République du Mali et avec les chiffres que vous voyez sur l'écran. Donc Amadou Toumani Touré à son tour a fait 2 mandats, c'est-à-dire de 2002 à 2012, mais la fin de son mandat a été quelque peu troublée parce que il lui restait encore quelques mois, mais un coup d'État dirigé par des militaires l'ont poussé à la démission. Il fut renversé. Et le groupe de militaires qui l'a renversé était dirigé par le capitaine Amadou Aya Sanogo. Et après la démission de Amadou Toumani Touré, M. Dionkunda Traoré a été désigné président intérimaire, lequel a organisé des élections en 2013 qui ont porté M. Ibrahim Boubacar Keïta à la tête du pays. Et c'est là en 1993. M. Ibrahim Boubacar Keïta, après un premier mandat de 5 ans, avait entamé un second mandat qu'il n'a pas pu terminer, car en 2020, précisément le 18 août 2020, il a été également contraint
à la démission suite à des mouvements populaires. Et je voudrais saisir cette occasion pour m'incliner devant la mémoire d'Ibrahim Boubacar Keïta, mais également de Amadou Toumani Touré, de Moussa Traoré, qui nous ont quittés il y a un peu plus d'un an pour les deux, et Ibrahim Boubacar Keïta qui vient de nous quitter il y a seulement quelques semaines. Je voudrais saluer leur mémoire. Alors, voilà donc de façon très ramassée l'histoire du Mali, très résumée, parce que comme vous le savez tous, le Mali a une longue et riche histoire. Je l'avais dit lors de l'introduction, il est très difficile de parler de l'histoire du Mali en quelques minutes. Ceci n'est qu'une partie infime de cette histoire très riche. Voilà donc, mesdames et messieurs, je voudrais vous remercier pour votre aimable attention. Cette riche et longue histoire du Mali en fait une terre de culture, une terre d'accueil et d'hospitalité. Le riche patrimoine culturel du Mali tire en partie ses sources dans cette riche et longue histoire. En espérant que cette communication permettra de connaître un peu et davantage l'histoire du Mali avec son passé glorieux, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour ton excellente présentation. Je comprends bien la grande histoire et la faiblesse et richesse de Mali, mais aussi pour la cause, pour la fierté de ces peuples aussi. C'est une grande histoire et pour longtemps. Donc, beaucoup d'informations importantes et beaucoup d'informations pour la culture, l'histoire, les personnes importantes. C'est un grand sommaire de toutes les choses qui sont importantes pour le pays. Donc, merci beaucoup pour ton excellente présentation. Merci. Merci. Pour nous, pour la prochaine, nous avons le chose ici. Pardon. Voilà. C'est pour nous. C'est. Okay. C'est pour le peuple de Mali sous Sundiata Keïta Kankoumoussa Aboubacar II, présenté par M. Nando Dembélé. Et avant son présentation, j'ai des mots d'introduction. M. Nando Dembélé est titulaire d'une maîtrise en histoire et archéologie, journaliste, homme de culture, traditionniste. Depuis 2014, M. Nando Dembélé, responsable de la cellule communication et presse universitaire de l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako au Mali. Auparavant, il a été directeur de l'école de 1989 à 1993 et chef de projet pour la création des centres des ressources éducationnelles à Makra, à la Commission malienne de l'UNESCO de 1994 à 1998. Homme de culture, M. Nando Dembélé a servi à l'Office de radiodiffusion télévision du Mali, ORTEM, de 2007 à 2014.
Depuis 2019, il partage son expérience en communication à l'Institut universitaire de technologie. Donc, je vais vous présenter M. Nando Dembélé. Bienvenue. Merci bien, M. Fergus Maderen, pour cette présentation. Je m'y retrouve parfaitement. Alors, Monsieur le ministre de l'Artisanat, de la Culture et de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Mesdames et Messieurs, bonsoir et bonjour selon le coin du monde d'où vous nous suivez. Tout le plaisir est pour moi de partager avec vous la thématique sur l'Empire du Mali sous Soundiata Keïta, Kankou Moussa et Aboubakar II, thématique qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du mois des personnes d'ascendance africaine, si le Mali m'était compté. Pour ma part, je m'en vais vous conter le Mali à travers son histoire médiévale en vous invitant à découvrir le grand empire du Mali de Soundiata Keïta, Kankou Moussa et Aboubakari II. Pourquoi se plongeons dans l'histoire lointaine, me dirait-on? Oui, le Mali contemporain tire ses racines profondes de cette riche et fascinante histoire lointaine. D'ores et déjà, je voudrais demander votre indulgence si des désagréments venaient à émailler mon propos. Alors, je vais vous entretenir sur l'Empire du Mali en 6 petits points. Une petite introduction. Ensuite, en point 2, les origines de l'Empire du Mali. 3, l'Empire du Mali sous Soundiata, c'est-à-dire qui est l'homme, les œuvres de Soundiata, les successeurs de Soundiata, et en point 6, une conclusion. Donc, en introduction, je m'en vais tout simplement, après l'intervention de Fatima Aden, qui a résumé de façon très pertinente cette histoire de l'Empire du Mali, je m'en vais vous dire tout simplement qu'à partir du Xe siècle déjà, un petit royaume indépendant dénommé Ouangara existait sur le Haut-Niger. Et c'est à partir de 1225 qu'un énergique conquérant nommé Soundiata, qui a vécu de 1230 à 1255, a battu le roi Soumaoro Kanté du Soso en 1236 à Kirina. Alors, Soundiata, une fois arrivé, va dévaster ce qui restait du Ouagadougou en 1240 et il va fonder le plus puissant et le plus grand empire de l'Ouest africain. Donc, sous le règne de Kankou Moussa, Fatima l'a déjà dit, qui a régné de 1312 à 1337, l'Empire du Mali a atteint son apogée et il s'étendait de l'Atlantique à Agadez au Niger sur 2500 km et du nord au sud des salines de Tegaza jusqu'à la lisière de la forêt sur 1500 km. Et durant les 16e et 17e siècles, l'empire va s'effondrer sous les coups des empires du Vasso et des princes Songoï. Donc, l'appellation Mali, Malel, Meili, Mandé au Mali renvoie à beaucoup d'hypothèses. Et ce qui est sûr, c'est qu'il reste probable que de nombreuses chefferies mandées dominaient déjà les régions du Haut-Sénégal et du Haut-Niger, notamment les Traoré à Dakadjalan dans le pays des Cris, près de Niakasola, en République sœur de Guinée-Conakry aujourd'hui, les Konaté à Tabou dans le Dodougou, les Kamara à Sibi dans le Saint-Dougou et les Keita à Nerina dans les monts Mandeng situés entre Sigiri et Kita. Donc, l'appellation est sujette à diverses interprétations, ce qui rend très imprécise l'étymologie de ce nom. Mais les habitants du Mali, du Mandé, ont toujours appelé leur pays Mandé
ou Mandé avec l'accent aigu et non Mali. Mais les peuples qui constituaient une ethnie nomade étaient déjà présents dans la région dès la création de l'Empire et ils appelaient les habitants du Mandé Malinké, ce qui veut dire littéralement la bonne chance. On dit alors que les Mandinkas appellent eux-mêmes leur pays Mandé et que l'Empire du Mali doit sa richesse maintenant à ses grands conquérants, qui est Soundiata Keita. Alors, qui est l'homme? Soundiata Keita aurait vu le jour le 20 août 1190 à Dagadialan, dans la région de Niani, qui se trouve actuellement en République sœur de Guinée-Conakry, de Nare Famaran, de Nare Magan Kenyi Konaté, son père, et de Sogolon Koudouma Conté, la Bossu. Né perclus, Soundiata traîna à terre pendant les 7 premières années de son enfance avant de faire usage de ses jambes de façon miraculeuse. Enfant prédestiné, appelé à Malinké Nakamandé, il commence à impressionner plus d'un malgré son handicap. Et l'histoire de Soundiata nous est contée, nous est essentiellement connue à travers une épopée aux tonalités légendaires racontées de génération en génération, jusqu'à nos jours par les griots ou djellifs. Persécuté par son demi-frère Dankaratouma, alors roi du Mandé, et sa mère, Sassouma Bérété, femme préférée de Nare Magan Kenyi Konaté, Soundiata, sa mère et sa sœur Kolonkan furent contraints à l'exil dans le Méma chez ses oncles maternels. Mais avant de quitter sa terre natale, il s'adressa à Dankaratouma en ces termes. Mandebe Lumbolamba iko flekononji nga mandete bon. Sigite ko mimbana mande borideo odilala. Traduction. Le bateau mandé va tanguer, mais il ne chavirera point. Ce qui n'est pas faisable quand on est chez soi, le sera quand on s'éloigne de ses choix. Donc, sous les feux de l'empereur Soumanguru Kanté du Soso et devant la faiblesse notoire de Massa Dankaratouma pour contrer les assauts des guerriers du Soso, les Mandinkas décident de se trouver un sauveur. C'est ainsi que les oracles furent mis à contribution et tous furent unanimes que seul Soundiata peut sauver le grand Mandé du joug de l'empereur du Soso. On envoya donc alors chercher Soundiata pour qu'il vienne prendre l'héritage légué par ses pères. Na Ikienta, Kien en malinké signifie héritage, et Ta signifie prendre. D'où Kienta signifie Keita. Ça donnait aujourd'hui naissance au patronyme Keita. Sinon, à l'origine, Soundiata est Konaté comme son père Nare Magan Kenyi Konaté. Soundiata arrivait donc au Mandé vers 1225 avec une armée composée de 10 000 cavaliers et 100 000 fantassins que lui ont donné ses oncles de Méman. Et il entreprit la guerre contre Soumanguru Kanté. Après plusieurs batailles émaillées d'échecs et de succès, Mari Diatta, une autre appellation attribuée à Soundiata, arrive à bout du puissant roi du Soso à la bataille historique de Kirina en 1235. Après donc cette victoire historique de Kirina sur le Soumanguru Kanté, l'énergique conquérant Manding entreprit la conquête de tous les royaumes de la région. Il les unifie pour former l'Empire du Mali, dont la capitale est transférée, Fatima l'a déjà dit, de Dakadialan à Niani, puis définitivement à Kangaba. Cette ville existe aujourd'hui au Mali et c'est à quelques enclavures de cette ville que
s'est tenue la conférence historique de Kourkan-Foura. Le pays, une fois donc reconquis, Sundiata s'attaqua à sa fortification. C'est ainsi que s'éteint à Kourkan-Foura en 1236, soit un an après sa victoire sur Soumangourou, l'assemblée dite constitutive de l'Empire du Mandé. Alors, cette assemblée regroupait les rois des 12 provinces et des alliés de l'Empire. Et elle devrait statuer sur 3 points, notamment le choix d'un nouvel empereur. Et en unanimité, Sundiata a été désigné. Deuxième point, le sort des prisonniers de la bataille de Kirina et des dignitaires du royaume de Soso. Alors, tous furent condamnés à mort par un tribunal créé à cet effet. Et enfin, l'élaboration d'une loi fondamentale du Mandé appelée Charte de Kourkan-Foura. Le ministre est longuement revenu sur cette charte-là. Donc, cette charte prévoyait la création d'un grand conseil composé des chefs de guerre, de marabouts, de femmes et d'hommes de caste, avec un vizir comme premier ministre. Donc, vous voyez déjà l'habileté avec laquelle Sundiata, une fois investi, Mansa, c'est-à-dire roi des rois, et Simo, c'est-à-dire grand maître chasseur, va s'atteler à l'organisation politique, administrative, économique, religieuse et sociale de l'Empire. Parce que désormais, il a un instrument entre les mains, qu'est la charte, qui constitue une feuille de route. Donc, sur le plan politique et administratif, l'Empire du Mali était comparable à une fédération constituée des États tributaires et divisée en 12 provinces. L'empereur était assisté du Conseil des Anciens et toutes les décisions étaient désormais prises en conseil. Les gouverneurs de provinces appelés Farin ou Farba étaient dotés d'une certaine autonomie et au niveau de leurs provinces respectives, ils veillaient à l'application correcte de la charte et assuraient la collecte de l'impôt royal. Alors, sur le plan économique, le ministre l'a largement développé. L'Empire du Mali était prospère grâce à l'exploitation minière d'or et de cuivre, le commerce transsaharien et l'agriculture. Et cette prospérité a entraîné le progrès des villes comme Oualata, Djéné, Tombouctou, Gao et Niani, comme l'a si bien souligné Fadima Aden. Sous Sundiata, donc, nous sommes maintenant à l'organisation sociale. La société mandingue était très hiérarchisée. C'est ainsi qu'on avait au sommet de cette pyramide les nobles, suivis des hommes libres, des hommes de caste et des prisonniers. Nous parlons ici des prisonniers parce que avant même l'avènement de Sundiata à la tête de l'Empire du Mali, durant tout le temps que Soumangourou a occupé l'Empire du Mali, il avait lui aussi déjà aboli l'esclavage. C'est pourquoi nous employons aussi le mot prisonnier au lieu du mot esclave. Et sur le plan religieux, le ministre l'a dit, la laïcité était le principe de base. Dans l'Empire du Mali, les rois et sa cour pratiquaient l'islam, pendant que la plupart des populations pratiquaient toujours la religion traditionnelle. Et la sagesse et la tolérance de Sundiata a permis aux différentes ethnies et religions de vivre en paix et en parfaite symbiose. Donc, ce slogan qui est là aujourd'hui ne date pas d'aujourd'hui. Alors, Sundiata va proclamer la première déclaration aussi des droits de l'homme en disant ceci. Toute vie humaine est une vie. Une vie n'est pas plus respectable qu'une autre. À Malinké, ni Beni, ni Mapsanini. Sundiata mourut donc en 1255 et son œuvre gigantesque sera perpétuée par ses nombreux successeurs. Successeurs à Sundiata, il y en a eu beaucoup, beaucoup et beaucoup. Et je rappelle que contrairement aux autres royaumes et empires, l'Empire du Mali n'avait pas de règles fixes pour la succession au trône. Tantôt c'était de père en fils, tantôt c'est de frère
des frères qui se succédaient. Mais un vaillant guerrier pouvait aussi accéder au trône. C'est le cas de Sakura, qui était un affranchi qui a profité de la mésentente entre les enfants de Sundiata pour prendre le trône. Donc, alors, parmi les nombreux successeurs de Sundiata Keita, deux retiennent ici notre attention. Il s'agit notamment d'Aboubakari II, qui a régné de 1310 à 1312, c'est 2 ans de pouvoir. Alors, ce prince, si vous voulez, cet empereur, il s'est rendu très célèbre en lançant 2 expéditions maritimes pour découvrir les limites de l'océan Atlantique et probablement les Amériques avant Christophe Colomb. Donc, au lieu de savourer les délices du palais royal, non, Aboubakari II a préféré se lancer à l'aventure. C'est ainsi qu'il va équiper, dans un premier temps, 200 navires remplis de vivres et les envoya en haute mer, mais cette fois-ci sans succès. Toujours incrédule, il s'y équipé, cette fois-ci, 2000 navires et va naviguer lui-même vers l'ouest et malheureusement, on ne le revue plus. Alors, par rapport à ce voyage, donc les visions diverses, mais pour notre part, nous dirons que le défaut de la technique du gouvernail, le manque de boussole et d'apportement pour les grandes barques, les mauvaises conditions de conservation des vivres pendant longtemps ne permettraient pas d'affronter les hautes lames de l'Atlantique. Ce qui fait que les incertitudes sur l'issue de ces expéditions restent toujours vives. Alors, deuxième successeur de Sundiata Keita qui a marqué également la vie de l'Empire reste Kankou Moussa, qui a régné de 1312 à 1337, soit 25 ans. Alors, lui, il a porté l'Empire à son apogée. Et c'est sous lui que l'Empire du Mali s'étendait de la Gambie actuelle au Niger et du Sénégal à l'Aïr, soit 2500 km sur 1200 km. Et sous Kankou Moussa, le commerce transsaharien portait sur l'or, le cuivre et des marchandises convoitées par les Méditerranéens à travers des caravanes. Et annuellement, 12 000 caravanes sillonnaient donc le Sahara entre l'Empire du Mali et les Caire. Également, Kankou Moussa était ami des lettres et de la religion. C'est ce qui le poussa à effectuer un pèlerinage historique à la Mecque en 1324-1325. Et à l'issue de ce long voyage, Kankou Moussa était accompagné de 60 000 personnes, à peu près 500 porteurs ayant chacun en main une canne d'or pesant à peu près 3 kilos, soit 500 mithkals, et 40 mules chargées également d'or. Le passage au Caire, Kankou Moussa a tellement distribué l'or que le prix de ce métal précieux a chuté. Donc, il revient de son pèlerinage en 1325 par Gao au Tombouctou. Étant lui-même sultan, il s'est fait accompagner d'un architecte El Saheli à qui il demanda de construire de magnifiques mosquées à Tombouctou, notamment la mosquée d'Engrébert. Et c'est à Tombouctou que vont se créer également les grandes universités médiévales que notre pays a connues, où on enseignait pratiquement toutes les sciences. Le ministre, dans sa communication, les a évoquées, à savoir l'histoire, la géographie, la biologie, l'astronomie, la rhétorique, beaucoup, même la médecine à l'époque. Donc, c'est grâce surtout à ce sultan Kankou Moussa. En conclusion,
Je dirais que l'Empire du Mali avait atteint un stade de civilisation où la grandeur est assez forte pour dominer la violence et l'injustice. Et avec la clairvoyance de ses rois, son organisation sociale, religieuse, politique, administrative et économique, l'Empire du Mali n'avait rien à envier aux États modernes d'aujourd'hui. Le Mali est un jeune État d'une soixantaine d'années, mais une vieille nation de plusieurs siècles, disent les griots mandingues. Les sources concernant l'histoire de l'Empire du Mali sont peu nombreuses, équivoques et lacunaires. Cependant, 3 sources retiennent l'attention. Il s'agit des sources écrites, qui sont de 2 sortes, des sources écrites par les voyageurs arabes et celles écrites par les lettrés de la boucle du Niger, notamment les tariks. Et parmi ces tariks, nous pouvons citer les tariks El-Fetash et les tariks El-Soudan. Et les sources orales comptées par les griots et les guélis et les travaux archéologiques. Je vous remercie pour votre aimable attention. Monsieur Dembélé, pour votre excellente présentation. C'est une grande histoire de les personnages importants comme Sundiata Keita, Kankou Moussa, Daboukari II et les autres gens qui sont très importants de l'histoire de Mali. Et comme je dis avant, c'est un pays avec une histoire des personnages faiblesses et des gestes. Donc, merci bien pour ton excellente présentation. Et toutes les choses pour la connaissance pour l'audience pour ça. Donc, pour nous, la prochaine chose est un film de projection de film de Magan Sundiata, empereur de Mali, un autre grand personnage. Et c'est la personne qui a le film. J'ai invité à faire la projection maintenant. Personne. Okay. Je ne sais pas s'il y a un film ici. OK. D'accord. Madame l'ambassadrice, est-ce qu'il y a une personne qui va faire le film? C'est Marcel qui va le projeter. OK. Parfait. Donc, je vais partager mon écran et en faire la projection. OK, merci. Il n'est pas long. Pas de problème. Après le film, nous avons des sessions de questions pour les présentateurs. Donc, nous attendons pour le film et après ça, des questions. Excusez-nous pour ce petit délai, ça sera pas long. Pas de problème. Depuis de longues années, Soumourou, le roi du Sanson, avait conquis le Mont-Cinq, le pays des Maléfiques. Son armée la plus grande faisait régner la terreur. Les Malinqués, vaincus, étaient vendus comme esclaves sur les marchés. Certains Malinqués, qui ne voulaient pas accepter la tyrannie de Soumourou, s'étaient réfugiés dans une île du Niger. Ils demandèrent conseil aux vieillards. Et les vieillards répétaient: il n'y a qu'un seul
Marcel. La vidéo n'est pas affichée. OK, on n'arrive pas à voir le film, donc on va aller directement aux questions. Fergus? Oui, ça marche. OK. Merci, Son Excellence. Donc, vous avez écouté quelques excellentes présentations de nos présentateurs. Donc, si vous avez des questions, faites en main sur l'écran. Il y a un bouton pour faire juste raise hand et touche le bouton de raise hand et je vais te répondre, faire une introduction pour toi, pour vos questions. Donc, premièrement, est-ce qu'il y a personne qui a une question pour nos présentateurs? OK. Pour moi, peut-être j'ai une question pour Monsieur le ministre. Pour toi, qu'est-ce que tu penses pour faire des bons tours et des bonnes histoires pour les sites patrimoine mondial comme Djenné et Tombouctou, les autres? Parce que je pense que les sites sont fameux, mais pour une bonne expérience et pour une bonne introduction pour les sites là, qu'est-ce que tu penses que c'est la meilleure chose à faire? Alors, le ministre a été obligé de partir parce qu'il a des obligations. OK, peut-être Madame l'ambassadrice. Alors, pour pouvoir faire la promotion des patrimoines culturels, moi, je pense que vous êtes mieux placé que moi pour répondre à cette question étant un expert. Donc, je pense que c'est un peu de la provocation, mais ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, compte tenu de tout ce qu'on arrive à faire en virtuel, avec le numérique, moi, je pense que à la faveur de la COVID au Canada, on a développé beaucoup d'instruments de promotion de la culture, de musées, de sites historiques. Et ça, ce sont vraiment des stratégies qu'on pourrait apporter au Mali. Ce sont des stratégies qu'on pourrait apporter au Mali pour la visite des sites historiques, pour le musée de Bamako, par exemple, qui est un grand musée avec énormément de contenu historique et culturel. OK, merci Madame. C'est une bonne réponse. Je pense que Mali est une bonne destination pour quelques personnes qui vont à l'Afrique de l'Ouest. Déjà, une question de M. Adonis. Tu vas parler, tu vas donner ton question. OK, merci beaucoup. Je remercie l'équipe organisatrice de cette rencontre. Ça nous a permis, quand bien même nous sommes des Africains, mais curieusement, aujourd'hui, nous avons compris que représente le Mali pour l'Afrique. Si l'ambassade peut, parce que nous l'avons écrit, mettre à notre disposition, nous qui avons participé, cette documentation, ça serait une façon aussi de vendre le Mali à travers le monde, parce que le Mali représente une grande richesse et c'est un pays très, très, très important pour l'Afrique. En tout cas, je suis africain, je viens de le découvrir, que deux fois, c'est la communication qui manque aux gens. Mais il est grand temps, pendant ce mois, de faire vendre le Mali. Je vous remercie.
Merci, M. Adenis. C'est un bon commentaire. Je vous remercie. Aussi, si tu as des... Pardon, Madame l'ambassadrice, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Fergus. Merci beaucoup pour cette question. Tous les documents et les vidéos seront sur le site de l'ambassade, sur la page Facebook et sur la page YouTube, ainsi que les présentations et aussi sur ceux de la Maison de la francophonie d'Ottawa et tous nos partenaires. Et aussi, cette célébration, cet événement, c'est vraiment d'aujourd'hui jusqu'au 26. On a une série d'événements qu'on va continuer d'annoncer. Les fréquences seront pratiquement presque tous les jeudis. Donc, il faut continuer à nous suivre, à suivre nos pages et les pages de nos partenaires. Et ce sera le même lien Eventbrite qui va annoncer les événements pour que vous puissiez vous inscrire. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Oui, merci. C'est bon avis. Il y a beaucoup d'événements par l'ambassade de Mali en Canada dans 7 mois. Et si tu as du temps, des intérêts, c'était des très intéressants événements qui viennent sur les prochaines 3 semaines. Donc, merci, Madame l'ambassadrice. La prochaine question est de M. Sherif Kanouté. Bonsoir tout le monde. Merci, monsieur le modérateur. Permettez-moi, avant de faire ma contribution, de saluer tous les participants et surtout les présentateurs pour la qualité exceptionnelle de leur intervention. Ce n'est pas une question en tant que telle, mais c'est une suggestion que je voulais faire à M. Dambélé par rapport à la présentation si riche et variée qu'il a faite. Il s'agit tout simplement, peut-être dans d'autres forats, de mettre en exergue le processus. C'est-à-dire que en réalité, lui-même, il a dit qu'il y a eu plusieurs tentatives infructueuses lors de différentes guerres entre Soumangourou et Soundiata. Mais qu'est-ce qui a permis à Soundiata de gagner lors de la dernière bataille? Ces secrets-là, c'est que tout le processus qui a contribué à ça, je crois que c'est le rôle surtout joué par sa sœur, pour obtenir le secret qui a permis de vaincre le commandant Soumangourou Kanté. Je crois que c'est bon que cela soit mis sur la table pour que d'autres, ceux qui ne le savent pas, puissent l'apprendre. En tout cas, c'était ce que je voulais me permettre de dire. Merci à vous tous. Merci, M. Kanouté. M. Dembélé, est-ce que tu as une réponse pour ça, un commentaire? Oui, mais c'est exact. Quand Soundiata est revenu de son exil en compagnie de sa sœur, parce qu'il avait perdu déjà sa mère là-bas, il est venu avec sa sœur, il a entrepris la conquête pour libérer sa terre natale, mais il a échoué beaucoup d'échecs. Et l'homme, ce n'est pas toujours le canon, mais c'est aussi la tête. Donc, ils ont réfléchi. Soumangourou était tellement puissant que les Mandingas ne pouvaient même plus causer entre eux, de peur d'être décapités. Donc, il fallait trouver le moyen de l'anéantir. C'est ainsi que la sœur cadette de Soundiata, comme l'a souligné M. Kanouté, a été mise à contribution. Il fallait l'approcher, chercher à récupérer son secret. C'est ainsi qu'on a envoyé Kolonkan. Soundiata, après quelques défaites, a fait semblant d'abdiquer et a signé la paix. Et en signe, il a envoyé son griot avec sa sœur pour la donner en mariage à Soumangourou Kanté, avec bien la consigne pour elle de pouvoir récupérer le secret qu'elle ramènera
au Mandé pour permettre à son grand frère de se préparer pour l'ultime bataille. C'est ainsi que Soumangourou a accepté la main des Kolonkans et on a organisé des festivités à l'occasion. Les griots aussi sont très astucieux. Lui, il est parti avec un grand coursier, un cheval de coursier. Il savait que s'il ratait sa mission, c'en est fini pour lui. Donc, on a préparé beaucoup à manger et Soumangourou Kanté était friand d'une boisson locale qu'on appelle l'hydromel, fabriquée à base de miel et d'eau bien fermentée. Donc, pendant que la fête battait son plein, alors la nouvelle mariée a tout fait pour saouler son nouveau mari. Et quand elle a su que le mari était maintenant sous le coup de cette boisson, elle est venue lui poser la question de savoir si réellement Soumangourou l'aimait. Soumangourou ne pouvait que répondre que bien sûr que oui. Alors, elle a dit que si tu m'aimes, pour que je ne te porte pas préjudice quelque part, j'aimerais savoir ton secret pour qu'un jour je ne m'y trompe pas. Mais à côté, il y avait la vieille mère de Soumangourou qui écoutait. Quand Soumangourou voulait parler, cette mère est intervenue pour lui dire « Tais-toi, un homme ne raconte pas tous ses secrets à une femme. » Donc les deux se sont tus un moment. Quand la bonne mère aussi est rentrée chez elle, Kolonkan, la sœur de Soundiata, a insisté. Et finalement, Soumangourou a craqué. Il dit à sa femme, je ne peux rien te cacher parce que je t'aime beaucoup. Mon seul secret, c'est l'ergot d'un coco blanc. Si vous voulez m'atteindre, il faut me toucher avec un ergot. Et la même nuit, pendant que la fête battait son plein, on a ramassé les os des animaux abattus à l'occasion de la fête, qu'on a jetés au chien de garde. Et pendant que les gens étaient en train de danser et de chanter, Bala Faseke, le griot de Soundiata, est venu. Elle a porté Kolonkan sur le coursier et avec une bande de tissu l'a serré contre lui et ils ont pris la fuite jusqu'au Mandé où elle a livré le secret. C'est ainsi que Soundiata a fabriqué une flèche dont la pointe était faite de l'ergot blanc, de l'ergot d'un coq blanc. Et à l'ultime bataille de Kirina, Soundiata a tiré sur Soumangourou. D'après la légende, quand la flèche a touché Soumangourou Kanté, il a disparu. On l'a pourchassé jusqu'au niveau des Kouloukoro, où il y a des grottes dans une colline là-bas qu'on appelle le Nyanakoulou. Et c'est là-bas que Soumangourou a disparu et se serait transformé en un python géant qui même aujourd'hui vit dans cette grotte-là. Voilà un peu qu'on a, M. Kanouté, je ne sais pas si je vous donne satisfaction. Voilà. Merci bien. Merci beaucoup pour ton réponse, M. Dembélé. C'est bien apprécié. Merci. La prochaine question, et merci pour ta patience, mais M. Salif Traoré. Oui, bonjour tout le monde. Qu'il me soit permis vraiment de remercier tous les intervenants, à Madame l'ambassadrice, à Monsieur le ministre et à tous les organisateurs. Ma question vient à la suite de Monsieur Kanouté. C'est par rapport au patrimoine immatériel. Et nous sommes toujours dans l'oralité. Et aujourd'hui, cette question demeure. Tout à l'heure, Monsieur Dembélé a expliqué certaines choses sans aller plus en profondeur. Sans aller plus en profondeur, si j'ai dit d'aller en profondeur, parce qu'il y a des questions cachées derrière ce qu'on dit. Et ce qu'on ne dit pas est classé dans l'immatériel.
Et c'est ce qui est le plus important. Est-ce que cela ne poserait pas un problème dans l'avenir aussi? Parce qu'aujourd'hui, la grosse difficulté de l'oralité et de la tradition orale, c'est exactement ça. Comment confirmer le patrimoine immatériel? C'est exactement en partie, il a répondu parce que je crois que M. Kanouté avait abordé dans ce sens. Et il avait répondu aussi en partie dans ce sens. Mais j'aimerais vraiment poser cette question. La seconde, c'est une suggestion, c'est par rapport aussi à cette oralité. Aujourd'hui, tout le monde connaît l'importance de l'image. Et est-ce que nous allons continuer à écrire, à beaucoup écrire, sans essayer de matérialiser ce qu'on est en train d'écrire? Parce que c'est vrai, nous n'avons pas assez cette culture de lecture, hein, ça je vous préviens, je vous le dis, j'ai la preuve que surtout ici en Afrique, on n'a vraiment pas cette culture de lecture. Et alors, est-ce qu'on ne serait pas tenté de faire aussi beaucoup d'images comme des livres? Merci. Merci beaucoup, M. Traoré. C'est exact ce que vous venez de suggérer. Vous savez, notre pays, c'est un grand pays d'oralité. Je l'ai dit tantôt, l'histoire même de Sundiata est essentiellement connue à travers l'épopée mandingue qui est chantée de génération en génération par les Yali ou griots. Cette épopée a été également écrite, notamment par l'historien guinéen Djibril Tamsirian. Vous l'avez dit, nous ne sommes pas de très grands lecteurs. On préfère passer des nuits à écouter un orateur Djali que de prendre un livre et le lire en quelques minutes. Cependant, les historiens maliens et africains se sont remis à la tâche. Vous avez par exemple Kouyaté, écrit par Drissa Traoré. Vous avez Sirima Kouyaté également, qui a beaucoup écrit sur la charte de Koukanfoua. Youssouf Tata Sissé, feu Youssouf Tata Sissé, je m'incline d'ailleurs devant sa mémoire, aussi a réalisé beaucoup de travaux sur l'histoire du Mandé en s'appuyant bien sûr sur la tradition orale avec le grand orateur Wakamisogo de Kirida. Et par ailleurs, si nous revenons un peu plus récemment vers le nord, nous avons parlé tantôt des universités à Tombouctou. Aujourd'hui, Tombouctou est considéré comme un des plus grands centres abritant des manuscrits en langue arabe, ainsi que Djenné. Cela m'amène à répondre un peu à la première question qui avait été posée par rapport à Djenné et à Tombouctou. Ça, depuis le XIIIe siècle, notamment c'est à partir du XVIe siècle, surtout que ces deux villes-là se sont révélées à la face du monde par d'abord leur culture islamique et surtout leur place dans le commerce transsahérien depuis les temps des grands empires. Et l'un des joyaux aujourd'hui à Djenné, c'est cette grande mosquée qui existe et qui fait la fierté aujourd'hui du Mali contemporain. Concernant l'oralité, nous avons même des soucis, comme M. Traoré d'ailleurs, parce que tous les grands orateurs, c'est que les grands chroniqueurs ont tendance à disparaître. Et la jeune génération, aujourd'hui, ne travaille pas dans ce sens-là. Il revient donc aux historiens de se remettre à la tâche, comme vous l'avez dit, pour essayer de matérialiser à partir certainement d'images comme la tentative de projection du petit document qu'on voulait nous faire voir par rapport à ça. Le ministre a montré en image, par exemple, la place de Koukanfoua, sous le règne du président Amadou Toumani Touré. On a essayé de retracer
la tenue de cette conférence-là en une gigantesque manifestation. Et c'est lors de cette manifestation qu'il a été décidé d'ériger le monument que le ministre nous a montré. Donc, on est là-dessus. Tout ne peut pas se faire à la fois et en même temps, mais je vous dis qu'il y a une génération de jeunes historiens maliens qui travaillent à réécrire l'histoire de ce pays-là. Et ce qui a été déjà fait d'ailleurs par les aînés comme le professeur Boulaye Konaté. Et ils ont réécrit effectivement l'histoire du Mali. Vous avez dit, il y a des choses qui se disent et il y en a aussi qui ne se disent pas. Et pour des raisons bien simples que vous connaissez mieux que moi d'ailleurs, hein, nous sommes encore dans la société malienne où, en évoquant certaines choses, vous risquez de heurter la sensibilité de toute une communauté, ce qui va encore poser problème. Ce qui fait qu'on s'était sur certaines choses. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, la question a été vraiment répondue, merci. J'insiste à le dire, c'est vrai que il est temps maintenant que l'on surpasse certaines choses. Nous sommes une culture d'approche, de respect. On a cette profondeur. Je crois qu'à présent, ceux qui peuvent encore dire des choses, on peut les approcher avec ce respect pour leur demander qu'on puisse parler de beaucoup de choses. Ça, vous avez cité tout à l'heure celui qui a écrit l'épopée mandingue, le Guinéen, Djibril Tamsir-Niang, et paix à son âme, aujourd'hui, il est parti avec des remords. Aujourd'hui, quand il dit, je vais citer un petit passage, quand il a dit que Sundiata a courbé 7 barres de fer avant de se redresser. Et quel est le sens profond de ces barres-là? Oui, ça a été dit parce que lui, il a approché les Djali, il a écouté les Djali, et les Djali lui ont donné autant de choses, presque, certainement il a diversifié ses sources, mais ce qui a été écrit, c'est ça. Mais si nous cherchons aujourd'hui à savoir qu'est-ce qui représente ces barres de fer et le Soussoumbré, qu'est-ce que ça représente, je crois que ça va être une profondeur terrible. Nous avons encore des choses à gagner en essayant d'expliciter certaines choses. Merci, M. Dambélé. Si on en partie vraiment la question, je suis satisfait. Merci. Moi, je vais intervenir un peu parce que comme on est en train de tirer vers la fin, c'était 14 heures. C'est que, vous savez, moi au Canada, je vois beaucoup de jeunes qui travaillent dans des organisations qui sont bénévoles, qui prennent en charge des sujets. Et aujourd'hui, j'insiste, avec le numérique, le digital, avec tout ce qu'on a comme technologie, toute cette histoire-là peut être faite sous forme de petites capsules, de dessins animés pour informer nos enfants. Nos enfants ne regardent même plus le journal ni la télé. Ils ne lisent pas. Ils sont sur TikTok. Ils sont sur... voilà. Donc, tout ça, ça peut être pris en charge, mais il faut que aussi la jeune génération approche des imminentes personnalités comme le professeur Nando Dambélé, qui enregistrent, transcrivent, illustrent. On regarde bien les dessins, tous les jeunes, même africains, regardent les dessins animés japonais, mais tout découle de leur histoire, les mangas et autres. Il y en a même un autre là qui est très populaire, mais c'est leur histoire qui est transcrite plusieurs fois, qui est déclinée et adaptée à leur concept. La barre de fer qui se brise 7 fois, c'est Sundiata qui se relève, mais c'est l'illustration de la douleur de se relever, de la force de Sundiata qui brise les barres, qui ne lâche pas et qui se relève 7 fois jusqu'à marcher. C'est en fait ça, tous les Maliens s'identifient à cette histoire.
c'est-à-dire ne jamais baisser les bras, même perclus, le courage, la fierté, permet de se relever pour faire plaisir à sa mère qui lui dit Sundiata Ebnane Lamalo, tu vas me faire honte en continuant de ramper alors que tous les enfants de ton âge marchent. Cette fierté de la mère de voir son enfant marcher et de reconquérir le pouvoir, c'est ce qui illustre la force du Malien. Celui qui a pris son arc pour s'en aller chasser dans les plaines, perclus, valeureux, vaillant, fier, avec honneur. Et ça, c'est ce qui marque l'esprit de l'ensemble des Maliens. Ce sont ces chants qui nous ont bercés quand nous étions enfants et que nous partageons aujourd'hui. Et c'est ce que nous avons en commun. C'est pour ça que j'ai tenu à faire partager les chansons de l'histoire de Sundiata Keïta sur les différentes pages. Mais c'était une fierté parce que ce sont des images qui datent des années 60, 62, après l'ouverture de l'ORTM. Donc, il y a un élément fédérateur. Quel que soit le Malien, quand ces éléments viennent, quelles que soient les différences, nous sommes capables de nous fédérer autour de cela. Et c'est ce qui nous sert de tremplin pour aller de l'avant et de l'avant. Parce que notre histoire, notre patrimoine dont on est fier, c'est ce qui nous permet d'être ce que nous sommes pour nous construire et de servir de fondamentaux pour aller de l'avant. Donc, nous devions terminer cette session à 14 heures. Nous sommes encore 60 personnes, ça veut dire que ça a vraiment suscité beaucoup d'intérêt. Nous allons revenir dans les autres séances, il faut continuer de nous suivre sur le Kouroukanfouka, parce que c'est vraiment un des premiers textes des droits fondamentaux, et nous l'avions depuis 1200 combien, tonton Nando? 1236. Voilà, donc ce sont des droits fondamentaux qui consacrent les droits humains depuis cette époque-là, et nous sommes possesseurs, le Mali était possesseur de ces documents. Donc, on n'a pas de leçon de droit de recevoir de qui que ce soit, nous en avions déjà. Donc, il y aura une session consacrée au Kouroukanfouka et aux manuscrits de Tombouctou. Nous étions détenteurs de savoir, donc il faut juste retrousser les manches et se mettre au travail. Je vais passer la parole au modérateur pour son mot de la fin, parce que comme il est 14 heures, pour son mot de la fin, et remercier tout le monde pour venir massivement, 60 personnes, on était 80 et quelques. Donc, on continue de nous suivre pour les autres éléments jusqu'au 26. Nous aurons donc une rencontre des femmes textiles, des femmes qui vont travailler sur le textile. Nous avons Sonia ici qui va nous accompagner pour accompagner les femmes maliennes qui œuvrent dans le domaine du textile. Nous aurons la rencontre entre les Dogons et les autochtones, les peuples racines du Mali le 25, donc dans un dialogue interculturel sur le changement climatique et la gestion des ressources naturelles. Et c'est co-organisé avec la fondation de Sonia et Sonia Malodeki que vous voyez, ainsi que tous nos partenaires de l'université et l'Amazon de la francophonie. Je vous remercie infiniment et je redonne la parole à M. McLaren. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Comme je dis toujours, tu es un vrai champion pour le Mali. Tu vas faire toutes les choses importantes, les choses de culture, les choses d'environnement, toutes les choses, le patrimoine immatériel, c'est culturel. C'est toujours une bonne expression pour la fierté et l'amour de ton pays. Donc, merci pour ça. Je remercie aussi tous les présentateurs, Son Excellence, Monsieur le ministre, et aussi Madame Edna Osman et Monsieur Dembélé. Toutes les présentations, c'est très important pour la connaissance de l'histoire, les cultures de le Mali, et aussi pour les choses importantes qui sont dans le cœur de les gens, le citoyen. Je pense pour moi, j'ai voyagé autour du monde et j'ai vu beaucoup de pays et beaucoup de personnes, beaucoup de cultures. Et je sais que
la force et la fierté et la détermination de le peuple, c'est basé il y a la fondation de leur culture, toujours. C'est la chose importante. Avec Mali, avec l'histoire, avec les gens importants et l'histoire, je pense qu'éventuellement, avec la base de ça, elle a un bon avenir. Donc, merci bien à tous et toutes pour vos présences aujourd'hui. Et j'espère que tu vas passer un bon après-midi et un bon événement et aussi un bon soir et soirée. Et aussi, comme je dis avant, il y a beaucoup de bons, excellents événements cette mois. Et donc, sur les social media, le Twitter, le LinkedIn aussi, il y a beaucoup de bonnes informations pour le prochain événement de l'ambassade de Mali. Donc, merci beaucoup et je veux passer un bon après-midi et une bonne soirée.